Bonjour à toutes et tous, je voulais vous dire un petit mot avant que vous écoutiez cette interview. Vous l'avez vu dans le titre, dans cet épisode, on va parler d'avortement. Donc évidemment, dans l'épisode, à plusieurs moments, on va évoquer les techniques d'avortement, on les évoque deux fois, donc une fois pendant 2 à 3 minutes et une fois pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne veulent pas entendre ces techniques, donc à chaque fois, je vous mets un petit trigger warning pour vous dire d'avancer de 1, 2 ou 3 minutes selon le temps que l'explication de ces techniques a duré. Voilà, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yanis donc du podcast des Histoires secrètes. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Vous savez que les Histoires secrètes, c'est un podcast où vous pouvez découvrir des anecdotes historiques méconnues, des interviews de témoins de l'histoire et également une émission où j'invite 3 participants à jouer à des jeux sur l'histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un format, un de mes préférés, format interview. Et donc, je suis ravi de recevoir Annie Chemla, pionnière active du droit à l'avortement pour toutes en France. Annie, déjà, comment allez-vous? Je vais bien, merci Yanis, et merci pour votre invitation. Mais merci à vous, je suis ravi que vous soyez là. Je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Annie Chemla, j'ai 78 ans, et quand j'avais 26 ans jusqu'à mes 30 ans, un peu plus, j'ai été une militante de la lutte pour l'avortement en France, d'abord au sein du MLF, puis au sein du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Merci beaucoup Annie, bienvenue dans ce podcast. Avant qu'on rentre donc dans votre histoire, j'ai une petite question à poser que je pose à tous les participants. La question est la suivante. Si vous pouviez dîner, passer une soirée avec n'importe quelle personne de votre choix, qu'elle soit vivante ou disparue, qui est-ce que vous choisiriez? Pourquoi? Ouais, c'est vraiment très, très difficile. J'ai plein de noms qui me viennent. Je pense à Robert Badinter, je pense à Victor Hugo, je pense à Jack London, je pense à Monique Antoine, qui était la présidente du MLAC et qui a été oubliée, qui est sortie des mémoires et que j'aimais beaucoup. Et il y en aurait tellement d'autres. En tout cas, on voit un petit peu avec vos réponses le genre voilà, de personnes qui vous inspirent. Et j'ai retrouvé des noms qui m'inspirent aussi beaucoup. Robert Badinter, j'étais récemment à sa panthéonisation aussi, c'était très important pour moi. Donc merci de votre franchise et de votre réponse. Donc vous l'avez dit, vous avez fait partie du MLAC. Donc je vais redire que c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le chemin qui vous a amené à faire partie du MLAC? J'ai toujours un peu du mal à savoir, pour moi-même, comment je me suis intéressée vraiment au combat pour l'avortement. L'avortement, pour moi, quand j'ai grandi à Tunis, l'avortement faisait partie de la vie des femmes, comme je pense ça en a toujours fait partie. Les femmes ont avorté de tout temps, en tout lieu. Je pense que les femmes préhistoriques avortaient déjà. Quand une femme se retrouve à porter une grossesse dont elle ne veut pas, elle trouve des solutions. Et donc à Tunis, ça faisait partie de la vie des femmes. Ma mère a avorté plusieurs fois. Moi-même, quand j'étais jeune femme mariée à Tunis, je n'ai pas avorté, mais je me suis fait poser un stérilet, j'ai pris la pilule. Peut-être que c'est ça l'origine, c'est que quand je suis arrivée en France, j'avais 22 ans, je suis allée dans une pharmacie demander la pilule et je me suis fait rabrouer par une pharmacienne qui m'a regardée vraiment comme si j'étais une Marie couche-toi là et qui m'a dit: Mademoiselle, nous ne vendons pas ça chez nous. C'était vraiment le signe d'une sexualité débridée qu'on me renvoyait à la figure. Et ça m'a tellement surprise venant pour moi de cette terre dont j'avais beaucoup rêvé, la France, terre de la Révolution, terre des droits de l'homme, et je pensais aussi terre des droits de la femme, que c'est peut-être ça l'événement déclencheur en fait. D'accord. Alors, pour remettre peut-être un petit peu de contexte historique aussi, ce que vous dites sous-entend que quand vous êtes arrivé donc à 22 ans et que vous vous êtes fait rabrouer par cette pharmacienne, la loi Neuwirth s'était déjà passée, la loi qui autorisait donc la contraception. Et donc, ce qu'on comprend de la pensée de l'époque, c'est que malgré les lois qui passent, loi qui passe ne veut pas dire application de la loi partout. Il y avait quand même il y avait encore comment dire, ce sentiment un petit peu ancien, cette Il offuscation y vis-à-vis de avait, tout ça. il y avait un tabou très fort. Et la loi Neuwirth n'était pas appliquée. Les derniers décrets d'application de la loi Neuwirth sont sortis un mois avant la loi Veil. Mm. C'est-à-dire plusieurs années plus tard, il y avait de très fortes résistances de l'ordre des médecins et de tous les groupes religieux en France. La contraception et l'avortement, ça voulait dire
libre sexualité pour les femmes, et ça, c'était très, très mal vu. Mm. On était en 69, Donc 2 donc ans après la loi Neuwirth. 2 ans après la loi Neuwirth, mais elle n'était absolument pas entrée dans les mœurs. Et les décrets d'application, je vous dis, les derniers sont sortis en 1974, Ouais. c'est-à-dire très longtemps après la loi. Donc on parle du MLAC. Comment ça fonctionnait en France? Alors moi, donc évidemment, je le dis aux auditrices et auditeurs, j'ai lu votre bouquin, donc j'ai la réponse. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionnait le MLAC en France? Je sais que c'était assez décentralisé. Oui, alors, c'est un tout petit peu difficile de démarrer avec le MLAC, D'accord. parce que le MLAC n'est pas le début de l'histoire. Mais je vais quand même vous répondre. Le MLAC, c'est un mouvement qui s'est créé donc en 1973, plusieurs années après que d'autres mouvements aient lancé ce combat. Et quand il s'est créé, ça a été vraiment comme que sans fleurs s'épanouissent. Il y a eu, ça a été une traînée de... Comment on dit? Une traînée de... Poudre. De poudre, oui, je crois. Comme une traînée de Qui poudre. enflamme tout. Ça a fait tache d'huile. Il y a eu jusqu'à 350 groupes MLAC en France. Il y en avait dans des entreprises, dans des lycées, dans des quartiers, dans des hôpitaux. Et il y avait un mouvement national qui s'appelait le MLAC central. Mais ce MLAC ne faisait que fédérer des énergies qui s'exprimaient de manière très différente et très autonome selon les endroits. J'ai cru pendant longtemps que le MLAC n'était même pas une association déclarée. Et en fait, en rangeant mes documents d'archives, je suis tombée sur ma carte du MLAC 1974. Donc, puisque j'ai été adhérente, je l'avais oublié. Ça ne fonctionnait pas comme une association traditionnelle avec un conseil d'administration et un bureau qui décident et des antennes sur le territoire. Certains utilisent le mot antenne pour parler du MLAC. Je ne l'aime pas du tout à cause de ça. C'était des groupes qui avaient fleuri tout seuls et qui communiquaient parce qu'on avait beaucoup besoin des informations sur ce qui se passait ailleurs, mais qui n'avaient pas de règles directrices ou de procédures, de charte des valeurs. Ou rien au niveau national. Il y avait pas le MLAC central ne diffusait pas. Voilà, c'est pour ça que... Il diffusait des infos. Il y avait une charte, évidemment, mais il n'y avait pas d'obligation. Et par exemple, sur la pratique des avortements, il y avait des groupes MLAC qui pratiquaient, d'autres qui ne pratiquaient pas, certains qui organisaient des cars, d'autres qui continuaient à emmener les femmes à l'hôpital pour faire bouger l'hôpital. Il y avait des groupes qui s'appelaient MLAC, il y en a qui se sont jamais appelés MLAC et qui se sont reconnus dans ce mouvement, qui s'appelait MLF, qui s'appelait MLA ou qui s'appelait Groupe Femmes. C'était vraiment un mouvement assez... c'était plus une dynamique qu'un mouvement organisé. D'accord. Et donc, vous disiez, ce n'est pas le début de l'histoire. Alors, quel est le début de l'histoire? Alors, quand on parle d'avortement en France, tout le monde a en tête le nom de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, c'est le procès de Bobigny, le procès d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Claire, qui a été violée, que sa mère a aidé à avorter. Et un jour, son violeur a été arrêté. C'était un petit délinquant. Et pour ne pas avoir d'ennui avec la police, il a donné Marie-Claire. Et c'était lui le violeur, c'est Marie-Claire qui a eu un procès pour avortement illégal. Ça dit tout de ce qu'était à l'époque la question de l'avortement. C'était illégal et interdit, tant pour la personne qui avortait, Marie-Claire, que pour celle qui l'avait aidée, en l'occurrence la dame qui l'avait aidée à avorter et sa mère à elle. Et Gisèle Halimi, qu'elles ont trouvée comme avocate, a décidé d'en faire un procès politique, leur a proposé d'en faire un procès politique, et elle a mis sur la table la question de l'avortement et l'illégitimité de la loi qui régissait l'avortement à l'époque. Peu avant, il y avait eu le manifeste des 343, sous l'égide du MLF et de Simone de Beauvoir, 343 femmes, quasiment toutes célèbres, qui avaient écrit « J'ai avorté », alors que c'était strictement illégal. Elles se targuaient d'être trop connues pour qu'on les arrête. Et elles aussi, leur idée était la même, mettre sur la place publique cette question qui était tue, qui était taboue, alors qu'en France comme ailleurs, des femmes avortaient. Et certaines en mouraient. Et donc le début, c'est Gisèle Halimi. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît aussi, c'est Simone Veil et la loi, le beau combat qu'elle a mené à l'Assemblée nationale. Mais entre les deux, il y a eu, avant le MLAC, un mouvement qui s'appelle le GIS, Groupe Information Santé, et qui était constitué de soignants de diverses origines. Il y avait des médecins, beaucoup d'internes en médecine, il y avait des sages-femmes, il y avait des dentistes, il y avait des infirmières, il y avait vraiment tous les corps de métiers de la santé.
Et c'était des gens qui voulaient s'opposer à la manière dont s'exerçait le pouvoir médical à l'époque. On est en 1971 ou 72, donc après mai 68. Et c'est toute cette jeunesse qui s'est exprimée dans les facs de 68, un peu moins dans les facs de médecine que dans les facs de lettres ou de philo, c'est sûr, mais même en médecine. Et ces jeunes apprentis médecins, quand ils sont retournés à l'hôpital, se sont retrouvés avec un pouvoir hiérarchique énorme, ce qu'on appelait à l'époque les mandarins, des chefs de service tout-puissants qui faisaient la pluie et le beau temps, qui désignaient leurs subordonnés, avec un ordre des médecins extrêmement réactionnaire et opposé à tout changement dans la structure du rapport entre le sacro-saint médecin et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui les patients. Et puis, ils voulaient changer ça. Et ils ont choisi le terrain de l'avortement parce que presque tous, pendant leurs études, à l'hôpital, ont vu des femmes mourir d'avortement. Une des personnes que j'ai interviewées dans mon livre, Joëlle Brunnery-Kaufmann, m'a dit, quand je l'interviewais, je ne comprends pas que tous les médecins n'aient pas fait le même choix que moi. Quand on avait vu ce que j'ai vu, et ce qu'ils ont vu eux aussi, des femmes qu'on a laissées mourir parce que l'avortement était interdit et qu'on les laissait saigner parce qu'on voulait les punir, je ne vois pas comment on aurait pu ne pas s'engager sur ce combat-là. Et donc le GIS a choisi le terrain de l'avortement pour changer les choses. Et ces mouvements-là, il y avait aussi le planning familial qui existait depuis quelques années, mais qui s'appelait, je crois, avant la maternité heureuse, et qui était en train, depuis très peu de temps, avait changé d'orientation et avait pris aussi la contraception et l'avortement dans son portefeuille, sous l'égide de Simone If. Et tous ces gens-là se sont fédérés pour créer le MLAC début 1973. Et l'histoire leur a donné raison, parce que 2 ans après, la loi Veil passait, même si elle était incomplète, et on va y revenir. Dans votre livre, vous expliquez que vous avez commencé par être intermédiaire. Donc intermédiaire, je peux le traduire par accompagnante d'une femme souhaitant avorter. Est-ce que c'est correct ? Tout à fait. Comment vous en êtes arrivé là, et en quoi consistait cette mission qui est si humainement importante ? Je pense que c'est un mot qui va beaucoup revenir dans ce podcast. J'en suis arrivée là parce que j'ai commencé, je venais de quitter mon mari, je me suis sentie un peu seule. Et une de mes amies, une de mes voisines, une de mes nouvelles voisines, m'a emmenée dans un groupe de parole du MLF. Donc j'ai commencé par le MLF. Ce groupe de parole, c'était juste dans un local, des femmes assises par terre, en rond, à peu près de mon âge. J'ai oublié, C'est 26 ans. 26 ans. Et qui racontaient ce qu'elles vivaient elles aussi, tant du point de vue de leur sexualité, de leur couple, de leurs amitiés, de leurs amours, de leur solitude. Et je me suis sentie d'un seul coup reconnue. J'ai eu le sentiment d'être pareille que les autres. Et ce soulagement-là, ce mouvement de passage d'une solitude intérieure, même si c'était mon choix, je n'avais jamais vécu seule, les marches me semblaient hautes et difficiles. Et d'un seul coup, j'étais avec des femmes que je ne connaissais pas et qui vivaient la même chose. Je crois que c'est la meilleure définition du mot sororité. C'était comme si on était d'un seul coup devenus des sœurs. Et c'est l'une de ces femmes, la même, ma voisine, qui un jour m'a dit que le GIS avait commencé à pratiquer des avortements illégaux avec une méthode par aspiration sur laquelle on va revenir. Et donc ça se passait dans des appartements et qu'il fallait aller chercher les femmes qui avaient pris contact pour être avortées dans un lieu secondaire et les accompagner dans l'appartement. Ça montre bien qu'à l'époque, on est tout au début du combat et on a encore peur d'aller en tôle, pour le dire autrement. Ces gens-là, et moi aussi, on sait qu'on est dans l'illégalité. La loi de 1920, qui est une loi très répressive, continue à s'appliquer. Et on ne sait pas si on ne va pas être arrêté. Et donc, on avait des rendez-vous secondaires dans un café avant d'aller dans cet appartement dont l'adresse était tenue secrète. Les avortements étaient revendiqués publiquement, mais pratiqués de manière clandestine. Et donc, j'ai fait ça. Je suis allée chercher une première jeune femme dans un café du 15e arrondissement, puisque l'appartement en question était rue Ollier dans le 15e. Et je l'ai accompagnée dans l'appartement qui était plutôt chic. Il y avait une table qui ressemblait à une table d'accouchement, une jeune femme médecin, la femme qu'on allait avorter et moi. Et c'est tout. C'était très peu.
Mm. d'être que deux. Et j'étais là pour lui tenir la main, la rassurer, l'accompagner, être sa complice dans ce moment qui n'était pas obligatoirement très facile à vivre. Intermédiaire entre la femme qui voulait Mm. avorter et le corps médical, c'est un mot qu'on a abandonné assez vite à cause de ce qu'il signifie. Donc, Oui. ce rôle-là est bien plus qu'un rôle d'intermédiaire. C'est ça que je voulais vite traduire par accompagnante de, parce que puis on sent, c'est en effet un mot par rapport à la chaleur humaine qu'il y a dans votre livre, c'est un mot un peu trop froid, en effet. On peut en parler maintenant, vous avez parlé de la méthode Karman. C'est une méthode révolutionnaire parce elle est réputée moins dangereuse et aussi moins douloureuse. Comment cette méthode, alors qu'est-ce que vous pouvez en dire? J'avoue qu'il avait pratiqué, mais aussi comment cette méthode arrive chez vous finalement dans votre groupe du MLAC? Je crois qu'il faut que je reparte là aussi un peu en arrière pour raconter comment on pratiquait les avortements Bien sûr. avant. Ils étaient illégaux, certes. Les femmes avortaient déjà, je l'ai déjà dit, mais la méthode qu'elles utilisaient, c'était d'introduire ou de faire introduire dans leur utérus un corps étranger qui provoquait une infection. Alors ça pouvait être un morceau de cintre en métal, c'est pour ça qu'on On a utilise beaucoup parlé de cet exemple. l'image du cintre, une aiguille à tricoter. Ça pouvait être aussi un médecin qui clandestinement introduisait des laminaires qui ont pour effet une algue qui a pour effet de dilater le col de l'utérus. Ça pouvait être ce qu'on appelait une faiseuse d'ange, c'est-à-dire une femme qui a aidé les autres femmes, mais souvent contre rémunération. Mais tout le monde faisait la même chose. Elles introduisaient une sonde. C'est l'idée d'ouvrir le col et de provoquer une infection. Une fois que l'infection est provoquée, le fœtus meurt. Et à ce moment-là, les femmes allaient à l'hôpital pour finir l'avortement, pour la plupart d'entre elles. Et c'est là que l'horreur commence, parce que le début était clandestin, mais pas toujours horrible. Mais à l'hôpital, d'abord, les médecins n'avaient pas le droit de pratiquer un avortement, puisque c'était illégal, n'avaient jamais appris à pratiquer des avortements, puisque c'était illégal. Et le corps médical, je l'ai déjà dit, était très hostile. Donc, dans la plupart des hôpitaux, on punissait les femmes pour qu'elles ne recommencent pas. Et donc, soit on les laissait saigner longtemps. J'ai connu des femmes qui avaient eu de vraies grosses hémorragies avant qu'on daigne s'occuper d'elles. Et puis surtout, on leur faisait un curetage à vif, c'est-à-dire sans anesthésie. Et le curetage, c'est avec une curette qui ressemble à une cuillère qu'on introduit dans l'utérus. Et donc pour ça, il faut beaucoup ouvrir le col de l'utérus pour introduire une cuillère. Et puis on grattait avec cette cuillère à l'intérieur de l'utérus. Il y a des femmes qui disaient que c'est comme si vous faisiez une blessure à l'intérieur du corps. C'était extrêmement douloureux. Et ensuite, on raclait tout ça pour le sortir. Et les dangers étaient multiples en dehors de la douleur. Ça pouvait provoquer une hémorragie. On pouvait perforer l'utérus avec ce matériel en métal, alors que l'utérus, c'est une petite paroi fine. Et puis, on pouvait provoquer une infection. Et donc, de toutes ces causes-là, on pouvait mourir. Le dernier risque, je ne peux pas dire le moindre, c'est que comme on avait beaucoup gratté les parois, à la cicatrisation, les parois s'accolaient et les femmes en restaient stériles. Cette légende que l'avortement rend stérile, elle perdure dans les têtes des jeunes femmes d'aujourd'hui, parce que ça s'est beaucoup transmis de femme en femme. Donc voilà, c'était vraiment des pratiques tout à fait horribles et qu'il n'était pas question de pratiquer hors de l'hôpital. Or, un jour, le MLAC de Grenoble, qui était un MLAC pionnier, qui était d'ailleurs issu je crois qu'à l'époque, il s'appelait encore Choisir, du mouvement Choisir la cause des femmes créé par Gisèle Halimi, décide d'aller voir comment pratiquent les pays où l'avortement est légal. On est en 1972, on est en Europe, et il y a plusieurs pays européens qui ont déjà légalisé l'avortement, entre autres les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et donc, ils vont en Angleterre. S'imaginant trouver là-bas, comme c'est légal, des méthodes plus avancées et moins douloureuses, j'imagine. Exactement. Et ils trouvent des curetages, pas à vif, des curetages sous anesthésie, mais pas de nouvelles méthodes. Et ils étaient très déçus à ce moment-là. Et ils vont voir un groupe du mouvement des femmes anglais, du Women's Lib, qui leur dit « Mais il y a une clinique féministe où une femme médecin pakistanaise pratique avec une autre méthode. »
Et donc, ils sont allés voir et ils ont découvert la méthode par aspiration. Et Donc la cette méthode Karman. à laquelle on donne le nom Le nom de de Harvey Karman. Karman. Il ne l'a pas inventé, il l'a Mm. perfectionné. Je préfère parler de D'accord. méthode par aspiration pour ça, pour rendre aussi hommage à ceux qui l'ont créé, qu'on ne Oui. connaît pas. On dit que ça vient de Chine, mais en tout cas, l'idée était qu'au lieu d'aller gratter avec du matériel métallique l'intérieur de l'utérus, on introduisait une canule très fine et on aspirait le contenu de l'utérus. Et c'est ça qui a tout changé, c'est que le matériel de la méthode par aspiration est du matériel en plastique. Et donc, quand il touche le fond de l'utérus, comme ce n'est pas du métal, ça plie. On ne peut pas perforer l'utérus avec une canule Karman ou avec les dilatateurs qui eux aussi sont en plastique. Comme c'est très fin, on ne lèse pas le col de l'utérus qu'on a dilaté très très peu. Et puis, on gratte avec cette canule qui est perforée au bout pour décoller les petites membranes, parce qu'au terme où on pratique des avortements, l'embryon, c'est vraiment encore des membranes qui nagent. C'est minuscule et c'est très fin, c'est comme des peaux. Et donc, on gratte pour les décoller. Et puis ensuite, on branche cette canule perforée sur un matériel d'aspiration. Et par les trous de la canule, les membranes sortent et c'est fini. Et la méthode Karman, donc, elle est sans danger. Elle est très rapide. Elle est très peu douloureuse, puisqu'on dilate très peu le col de l'utérus et que c'est surtout ça qui est douloureux. Et du coup, on peut la pratiquer hors de l'hôpital, en ambulatoire. Et c'est ça qui a tout changé dans la lutte pour la légalisation de l'avortement. Quand vous dites très rapide, peut-être pour donner un ordre d'idée à nos auditrices et auditeurs. L'IVG lui-même, du début à la fin, c'est-à-dire du moment où on dilate le col de l'utérus au moment où on retire la canule, c'est de l'ordre de 10 minutes. Ouais, donc très rapide, en effet. Et donc ça vient du groupe de Grenoble, comme vous l'avez dit, qui est un groupe très, très pionnier. Justement, en lisant votre livre et aussi un petit peu l'histoire de la lutte pour l'IVG en France, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un tournant qui se passe justement à Grenoble. Donc c'est le bon moment, je pense, pour en parler, où la femme, il me semble, responsable du groupe qui organisait les IVG est dénoncée et arrêtée. Et donc, il y a un procès qui s'apprête à être intenté contre elle. Et finalement, ça se passe pas exactement comme ça. Finalement, c'est à ce moment-là que vous comprenez qu'il y a une sorte d'impunité, que même la loi n'a pas envie de punir cette femme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment qui a changé beaucoup de choses ? C'est Olivier Bernard, qui est maintenant à la retraite, qui était interne en médecine à Grenoble et qui ensuite a été médecin généraliste à Rennes, où il a pratiqué des IVG toute sa vie professionnelle, qui m'a raconté l'histoire. C'est lui qui a été le premier à prendre la méthode par aspiration en Angleterre et la ramener à Grenoble. Et là, il était interne, comme la plupart des autres militants à Grenoble. Annie Ferré-Martin était le seul médecin en titre dans le groupe de Grenoble. Je crois qu'elle était gynécologue. Et c'est elle qui a été inculpée. C'est un peu la même histoire que pour Marie-Claire. Ça n'est jamais la femme qu'on a avortée qui porte plainte parce qu'on l'a avortée. Vous l'imaginez bien. Elle a été dénoncée, elle a été inculpée et arrêtée. La presse était déjà au courant de ce qui se passait à Grenoble. Olivier m'a montré un article qui s'appelle « L'avortoir géant de Grenoble ». Ils pratiquaient sur la place publique, ils revendiquaient leurs avortements. Et Annie est arrêtée. Et donc, effectivement, c'est un grand stress pour tout le mouvement et pour le MLAC en particulier. Et puis, rien ne se passe. Le procès n'est pas convoqué. Il aura lieu bien plus tard et Annie sera relaxée. Annie Ferré-Martin est morte maintenant, mais je tiens à rappeler le nom de cette pionnière parce que je n'aime pas qu'on oublie toutes ces femmes extraordinaires qui n'ont pas voulu attirer la gloire sur elles, mais qui méritent bien qu'on se souvienne d'elles. Et donc, oui, c'est à ce moment-là que ça aussi, ça fait une traînée de poudre. Tout le monde a compris que le pouvoir ne voulait pas de procès, de nouveaux procès politiques autour de l'avortement et que donc, on pouvait pratiquer dans l'impunité. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que c'est vraiment sorti sur la place publique, que tout le monde a raconté. Je voudrais raconter un petit bout de l'histoire du MLAC parce qu'il était tellement spectaculaire.
On est en 1973, peut-être printemps 74, à Paris. Et il y a énormément de femmes qui souhaitent être avortées. On a dit partout qu'on pratiquait des avortements, donc elles arrivent au MLAC en masse, en nombre. À l'époque, il y avait un local qui était rue Buffon. La rue Buffon, elle est tout près du Jardin des Plantes. Et il y avait tellement de demandes de femmes. Évidemment, il n'y avait pas assez de médecins pour pratiquer toute cette demande. On dit qu'à l'époque, il y aurait eu 800 000 avortements par an. Aujourd'hui, on est autour de 240 000. Évidemment, dans l'illégalité, il n'y avait pas assez de bras de bonne volonté pour pratiquer autant d'avortements. Donc la demande excédait beaucoup l'offre, si j'ose dire. Et comme il y avait beaucoup de demandes, et ben, tout naturellement, les groupes se sont transportés dans le Jardin des Plantes. Et moi-même, j'ai animé des groupes comme ça. C'était le printemps, les femmes étaient assises en cercle. Autour de moi, il y en avait une trentaine. Et on savait que sur ces 30, on pouvait en garder 3 à Paris et que les autres devraient partir en Angleterre ou aux Pays-Bas. Et il fallait qu'ensemble, on trouve des solutions pour tout le monde. Qu'elles désignent lesquelles allaient rester, qu'on trouve l'argent pour toutes celles qui allaient partir, et puis des alibis quand il fallait, parce que partir à l'étranger, ça voulait dire quitter la maison, au moins une nuit. Donc, laisser les enfants, d'une part, pour celles qui en avaient, le dire au conjoint. Et ce n'était pas toujours le cas. Beaucoup d'avortements étaient clandestins aussi pour le conjoint. Et puis trouver l'argent, parce que c'était évidemment le voyage, l'hôtel et les cliniques étrangères ne pratiquaient pas gratuitement. Et donc, c'était vraiment un mouvement fou. Il y avait peut-être 300 femmes assises en cercle tous les samedis au Jardin des Plantes. Et quand les cars partaient pour l'Angleterre ou pour les Pays-Bas, ils partaient avec des banderoles. Nous partons aux Pays-Bas pour avorter, ou nous revenons d'Angleterre où nous avons avorté. C'était vraiment l'idée de populariser cette lutte et de faire des avortements pour l'exemple, pour montrer qu'on pouvait le faire. Mais le but, c'était la légalisation. Ils n'avaient pas du tout, puisqu'à l'époque, moi, je ne pratiquais pas, ils n'avaient pas pour vocation de résoudre toute la misère du monde. Ils voulaient provoquer un changement politique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je le disais tout à l'heure, on parle du nom de Gisèle Halimi, on parle du nom de Simone Veil. On oublie tous ces milliers d'anonymes du MLAC, dont j'ai fait partie. Moi, j'étais personne dans ce mouvement, j'étais une parmi des milliers. Mais c'est ces milliers, c'est cette force sociétale, c'est ce mouvement de désobéissance civile revendiquée qui a provoqué la loi Veil. Simone Veil l'a dit un très grand nombre de fois. S'il n'y avait pas eu ce désordre, il n'y aurait pas eu de loi. Et c'est pour ça que je regrette qu'on ait oublié les noms de Simonif, présidente du planning, de Monique Antoine, avocate avec Gisèle Halimi au procès de Bobigny et présidente du MLAC pendant quasiment toute la durée du MLAC, une femme formidable, mais aussi de... Ah, j'ai oublié son nom, mon Dieu, moi aussi. Yvette Roudy, qui était à l'époque au PS. Il y avait la responsable femme de la CFDT. Il y avait beaucoup de mouvements qui se sont fédérés autour de cette lutte. À peu près toute la gauche française était mobilisée pour la fin de la loi. On ne demandait pas tellement une autre loi, mais on demandait la légalisation, enfin la fin de la loi de 1920, la fin de la pénalisation de l'avortement. C'est d'ailleurs, avant de faire la transition, justement, parce qu'on arrive à l'étape de la loi en 1975, mais c'est aussi pour ça qu'on parle de... J'ai l'impression que vous n'aimez pas ce terme de clandestin parce que c'était revendiqué. En fait, c'était illégal, mais ce n'était pas clandestin parce que ce n'était pas caché. Alors, bien sûr, pour éviter d'être arrêté, il fallait que l'avortement lui-même se passe de manière cachée, mais c'était revendiqué. Nous partons à l'étranger pour avorter. Vous disiez d'ailleurs que, et puis c'est aussi présent dans le bouquin, qu'il y a des groupes MLAC qui pratiquaient, d'autres qui ne pratiquaient pas et qui faisaient de leur lutte principale le changement de l'opinion publique en le faisant savoir, en tractant, voilà, via ces éléments-là. Donc c'est la différence entre illégalité et clandestinité. J'ai l'impression que c'était important aussi. Donc Je voudrais juste une toute petite correction par rapport à ce que vous avez dit. Si les avortements étaient faits dans l'intimité, ce n'était pas seulement pour la publicité ou pour le risque d'être arrêté, c'était pour la femme, évidemment. Bien sûr. Il n'a jamais été question de pratiquer des avortements publics parce qu'une femme qui vient avec une demande d'avortement, même si elle est prête à accompagner un combat,
Elle, son objectif n'est pas d'arriver sur la place publique. Bien sûr. Voilà. Oui, c'était très important que ces avortements soient illégaux et revendiqués. Et moi, j'ai fait partie, dans ces années-là, du MLAC 12e à Ligre. Donc, on militait au marché d'Aligre. Et tous les dimanches, on descendait avec une table en bois, une grande table et des tréteaux. Et puis, on était... j'ai oublié le nom de la rue, décidément. Au bout de la rue d'Aligre, la grande rue qui est là. On s'installait là entre deux arbres, on tendait une corde à linge et on accrochait avec des pinces à linge des torchons sur lesquels on avait écrit les slogans du MLAC. Un enfant quand je veux, si je veux. C'est tellement plus chouette de naître quand on est désiré. Et surtout, on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui. Et avec ces slogans, on diffusait l'information, on interpellait les gens dans la rue. Et ça servait aussi aux femmes qui avaient un problème à nous trouver. Ce qui fait qu'on avait ce double enjeu, j'allais dire, quand on était sur le marché, de raconter ce qu'on voulait, parfois de disputer, de s'engueuler avec des femmes, parce que nous aussi, on en a vu des vieilles dévotes qui nous disaient « il n'y a qu'à pas baiser ». C'est un film de Colin Serrault qui s'appelle comme ça, qui est un pur bijou, qui raconte le même genre d'histoire. Mais ça servait aussi à toutes les jeunes femmes de passage. Une femme, quand elle se retrouve encore aujourd'hui enceinte sans l'avoir choisie, elle cherche une adresse. Elle cherche la porte qui va lui permettre de sortir du piège dans lequel elle est enfermée. Et donc, après ces permanences publiques, on recevait les jeunes femmes qui en avaient profité pour nous contacter, pour avoir un entretien privé avec elles, pour qu'elles puissent un peu raconter leur histoire si elles en avaient envie. Elles n'ont pas toutes envie. Et puis ensuite, les accompagner au MLAC central pour les accompagner au CAR ou au groupe qui allait peut-être pratiquer à Paris. On pourrait donc s'imaginer, comme vous l'avez dit, que le but c'était la dépénalisation, l'autorisation légale. On pourrait s'imaginer que la lutte s'arrête avec la loi Veil en 1975, donc, en passant en 1974 et promulguée en 1975, donc, qui autorise l'avortement sous certaines conditions. Je pense que c'est un point de départ. Donc pourquoi ce n'est pas le cas finalement? Maintenant qu'il y a une loi en 1975, pourquoi la lutte ne s'arrête pas? En réalité, il y a de multiples raisons. La première, c'est que la loi Veil est très insuffisante. Nous, on demandait des avortements libres et remboursés. Les avortements n'étaient ni libres ni remboursés. Je commence par le deuxième point. Un avortement, ça coûtait la moitié d'un SMIC. Il faut rappeler qu'à l'époque, on est donc en fin 1974, très peu de femmes travaillaient proportionnellement à la population française. Beaucoup de femmes étaient femmes au foyer ou mères au foyer. Et donc l'argent, ce n'était pas leur, c'était l'argent du mari. Et la moitié d'un SMIC, c'est une somme énorme, même pour celles qui travaillaient. Et trouver cette somme-là à l'improviste, parce qu'évidemment, une grossesse non désirée, c'est jamais prévu, c'était un obstacle monumental. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas libre. En particulier, il était interdit aux mineurs et interdit aux immigrés. Et puis, c'était une course d'obstacles. Il y avait des autorisations multiples. Le corps médical n'avait pas lâché prise. Il y avait un entretien avec une psychologue, un délai de réflexion, un entretien avec un médecin. Tout un chemin pour dissuader les femmes d'avorter. Vraiment, c'était une course d'obstacles. Mais la raison principale, si j'ose dire, c'est que les hôpitaux n'étaient pas prêts. Aucun hôpital n'avait jamais eu de centre d'IVG. Et c'est ça dont il faut se souvenir. En 1975, il y avait des maternités partout. Aucun centre d'IVG n'existait. Aucun médecin n'avait appris à pratiquer. Et surtout, aucun ne pratiquait la méthode Karman dans les maternités, évidemment. Et pour les militants, il n'était pas question de laisser l'hôpital revenir au curetage et à leurs dégâts sur le corps des femmes. Et donc, il aurait été normal que tous les MLAC se transportent vers les hôpitaux pour se battre pour l'ouverture de centres d'IVG. Mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de militants du MLAC qui, dès l'annonce de la loi, se sont dit « on a gagné » et qui ont quitté le MLAC. Et le MLAC a fondu assez brutalement. Au moment du vote proprement dit de la loi, il ne restait pas tellement de groupes MLAC constitués. Le mien a continué. On a été devant l'hôpital Saint-Antoine chanter les chansons que détournait pour nous Madeleine que vous pourrez découvrir dans le bouquin. Il y en a qui Madeleine Driselance, qui avait
qui était une femme formidable et qui avait comme activité secondaire le fait de reprendre des chansons de l'époque, qu'à l'époque on connaissait, comme l'Hirondelle du Faubourg, comme euh, euh, Tout va très bien, Madame la Marquise, et d'y accoler des paroles qui racontaient la lutte pour l'avortement et les combats féministes. Et donc nous, on a continué à l'hôpital, devant l'hôpital, avec le MLAC Saint-Antoine qui s'était constitué entre-temps. J'ai continué au MLAC central, mais on était à ce moment-là très peu nombreux. Les centres d'IVG ont quand même ouvert à peu près partout. Et la raison en est assez simple, c'est que ce sont les mêmes médecins, ceux qui étaient internes en médecine 5 ans avant, qui avaient fini leurs études et qui ont ouvert les centres d'IVG, ou en tout cas qui sont devenus les médecins qui pratiquaient au centre d'IVG de la ville. Et du coup, de ce fait, c'est très souvent des généralistes qui ont pratiqué les avortements et pas les gynécologues obstétriciens. Et ça a duré, je pense que ça dure encore aujourd'hui. C'est quelque chose deux choses qui m'ont frappé dans le livre. C'est parfois vous donnez l'exemple du nombre de lits ouverts et réservés à ça. Et quand on voit le nombre d'avortements illégaux qui étaient pratiqués, on voit très vite que le nombre de lits est complètement insuffisant. Et aussi ce paradoxe entre le fait que finalement, après la loi Veil, le savoir était du côté des gens qui étaient dans l'illégalité plutôt que du côté du corps médical. Et ce rapport de force, on le sent énormément. C'est donc finalement après la loi Veil, avec toutes ces prises de conscience que vous commencez à pratiquer. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi peut-être pas avant? Et ça aurait pu aussi ne jamais être le cas pour vous. Tout et à fait. rester militante sans pratiquer. Oui. Et en fait, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Je savais qu'il y avait des MLAC qui pratiquaient, évidemment. Je savais que des femmes non médecins avaient appris de la part de médecins à pratiquer les avortements. Je dis de la part de médecins parce qu'en France, au début, il y avait le groupe de Grenoble et le groupe de Paris. Harvey Karman est venu pratiquer un avortement pour des médecins parisiens dans l'appartement de Delphine Seyrig, qui l'a prêté exprès. C'était une super bonne femme, militante au MLF et féministe, Delphine. Et elle avait dit, faites donc ça chez moi, on ne viendra pas m'arrêter pour ça. Mais c'était donc des médecins qui avaient appris. Et au bout d'un moment, certaines femmes ont dit, mais pourquoi pas moi? Après tout, si c'est ambulatoire, si c'est sans danger, 10 minutes. si ce sont des gestes techniquement simples, à condition évidemment de bien garder l'asepsie, ce sont des gestes sans danger, pourquoi ne pas m'apprendre? Eh bien, je dois vous dire que même au sein de ces médecins militants, il y a eu d'assez fortes résistances. Beaucoup de médecins militants n'ont pas souhaité transmettre cette pratique à des non-médecins. Mais certains l'ont fait. Et là, je voudrais nommer de nouveau Joëlle Brunerick-Hoffmann, parce que c'est elle, à Paris, qui a formé des femmes qui en avaient déjà formé d'autres. Et donc, il existait des femmes non-médecins qui pratiquaient. Et moi, c'est peut-être un peu bêtement, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est au moment où le MLAC s'étiole est proposé à la dissolution que je réalise que je suis passée à côté d'un savoir qui m'intéresse beaucoup et de connaissances et de pouvoir sur mon propre corps et celui des autres. Et c'est là que je cherche où apprendre. Je crois qu'il faut que je parle à cette occasion du procès des femmes d'Aix. Je l'ai dit, le MLAC pensait à se dissoudre. Il y avait une assemblée générale de dissolution qui avait été convoquée. Alors, je n'arrive pas à repérer si c'était en 75 ou 76. Mais à cette assemblée générale de dissolution est arrivée une des femmes du MLAC d'Aix-en-Provence. Le MLAC d'Aix-en-Provence, depuis plusieurs années, pratiquait des avortements illégaux sans médecin. Et elles ont eu la même histoire que pour tous les procès. Là, c'est une jeune femme, une jeune mineure qui vient les voir pour qu'on l'avorte. Les femmes d'Aix commencent l'avortement. Et au milieu de l'avortement, la jeune fille se met à dire « Non, non, arrêtez, arrêtez, je ne veux pas qu'on continue. » Et du coup, comme on est au service du désir de la femme, elles arrêtent. Mais comme l'avortement est commencé, elles l'accompagnent à l'hôpital pour que cet avortement soit fini, probablement sous anesthésie. Elle est mineure, l'hôpital appelle son père et le père porte plainte contre les femmes d'Aix. Et donc ce jour-là, les femmes d'Aix arrivent à l'Assemblée générale du MLAC et elles disent « Stop, ne vous dissolvez pas, on va avoir besoin de vous parce qu'on va avoir un procès politique
pour la pratique illégale après la loi Veil, ce qui est tout autre chose. On est dans une période où l'avortement est devenu légal, où il est pratiqué de plus en plus dans les hôpitaux. Donc, le corps médical l'a repris à son compte et réinternalisé. Et pour les personnes qui pratiquent hors la loi, c'est toujours illégal. Ça l'est toujours aujourd'hui. La loi Veil dit que l'avortement doit être pratiqué dans le cadre hospitalier. Dès qu'on n'y est pas, on est dans l'illégalité. Je ne parle pas de l'avortement médicamenteux, c'est une autre histoire. Et donc, on recommence à se mobiliser pour défendre les femmes d'Aix. Elles avaient fait un film qui s'appelle « Quand je serai grande ». Et ce film est le film d'un accouchement. Elles ont fait aussi un film sur un avortement. Mais elles tenaient à montrer que quand on s'occupe du corps des femmes, on s'occupe de tous les aspects, qu'on ne coupe pas en tranches, la maternité, la contraception, l'avortement, les fausses couches, les maladies, qu'une femme, c'est un être humain à part entière. Et on a commencé à militer pour elles. Et ces femmes, chaque fois qu'on parlait avec elles, nous disaient « Si vous voulez nous aider, reprenez la pratique ». Ce qui nous a fait plonger, c'est qu'on était les dernières. Ne nous laissez pas seules, reprenez la pratique. Et donc, j'ai enfourché cette cause et j'ai commencé, on était 3 à l'époque, une copine qui était dans mon groupe MLAC 12e et une jeune femme qui nous avait rejointe en toute fin de cette histoire. Et on a cherché toutes les 3 d'autres femmes, et en particulier des femmes qui savaient. Parce qu'évidemment, pour pratiquer les avortements, il fallait qu'on apprenne. Et on a trouvé le groupe Femmes de la Place des Fêtes qui était en train de se poser la question. C'était un groupe, il y avait un groupe viol-violence, il y avait un groupe femmes sages-femmes, il y avait une crèche sauvage, enfin parentale, mais c'était les premières, on appelait ça à l'époque crèche sauvage. Donc, il avait pris en charge plusieurs aspects de la féminité. Et dans ce groupe, il y en a 3 qui avaient déjà pratiqué des avortements, dans le 19e ou dans le 20e. Et tout ensemble, on s'est convaincus de reprendre la pratique. Alors, on a toujours dit reprise de la pratique. Pour la plupart, c'était prise de la pratique, puisqu'il n'y en avait que 3 qui savaient déjà faire quand nous avons commencé. Le procès d'Aix a eu lieu le 10 mars 1977. Il y avait 4000 femmes devant le tribunal. C'était un moment magique, magnifique. Vous en parlez presque comme une fête, C'était un beau une moment. immense fête, absolument. Et les femmes d'Aix ont été très, très peu condamnées, voire relaxées, alors qu'on était après la loi. Ça en dit long C'était au encore. maximum du sursis, je crois que 6 mois de sursis Oui, au maximum. Exactement. Et elles ont continué d'ailleurs, après leur condamnation. Et nous avons commencé en juin 1977, donc place des Fêtes à Paris, à pratiquer des avortements. Je vous en prie. Et en réalité, moi j'ai écrit un livre, comme vous l'avez dit, il s'appelle « Nous l'avons fait ». Et c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Mon histoire, c'est l'histoire de la pratique. C'est l'histoire de tout ce que j'ai appris et conquis et découvert pendant ces 3 années de pratique. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas commencer comme ça. Entre 1977 et 1980, j'ai pratiqué des avortements illégaux et je vais vous raconter. Et je me suis rendu compte que l'histoire du MLAC était, au moment où j'ai démarré mon livre, déjà oubliée, déjà méconnue, qu'on parlait de Halimi, Simone Veil, toujours les mêmes, et qu'on avait oublié le vrai mouvement populaire qui a conquis ce droit. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, en partant de beaucoup plus tôt. Mais pour moi, le cœur de ce qui m'a enrichi, de ce que j'ai découvert, c'est dans la pratique des avortements. Avant de parler justement de cette on a parlé d'une fête au procès d'Aix, donc on parlera de l'entraide entre vous. Avant ça, donc vous l'avez dit, vous avez pratiqué de 1977 à 1980. En 1980, d'après ce que je lis dans votre livre, vous êtes plus que 20 ou 30 apparemment en France à pratiquer. Comment vient cette décision de se dire on n'est plus que 20 ou 30, on arrête la pratique? Parce que le débat qui est arrivé au sein des groupes, vous l'avez dit en 76, il me semble, sur est-ce qu'on dissout ou pas, il arrive de nouveau en 80. Et comment on décide d'arrêter? Comment ça se passe En fait, il restait 4 groupes qui avaient jamais arrêté ou repris. C'était Lyon, Lille, Paris, donc nous, et Aix. Et on s'est rencontrés pendant ces années, une seule fois, je crois, tous les 4 groupes. Mais nous, on est allés voir les femmes de Lille, on est allés voir les femmes de Lyon, on est allés voir les femmes d'Aix. Mais chacune cheminait sur son propre chemin.
Et nous, j'allais dire, on a arrêté seul. Lille avait déjà arrêté. Lyon, j'ai appris après avoir écrit mon livre que Lyon avait continué et Aix a continué, je crois, encore plusieurs années après nous. Mais quand on a arrêté, on s'est pas posé la question comme ça. On s'est senti très seul. Et c'est un sentiment qu'on n'avait jamais eu pendant toutes ces années de lutte. C'est au contraire, on avait le sentiment d'être porté par une vraie force sociale et populaire. J'ai mis à la fin de mon livre le questionnaire qu'on faisait remplir aux femmes avec des tas de questions techniques sur leur propre histoire, sur leur vie. Par exemple, si elles étaient résistes positifs ou négatifs, parce que un avortement, c'est une grossesse et que ça a un impact sur les grossesses éventuelles à venir. Donc, il y avait des questions techniques. Mais la dernière, c'était qu'est-ce que tu serais prête à faire pour nous aider s'il nous arrivait des bricoles ? Et je crois que ce sentiment est devenu plus puissant, ce sentiment de solitude. Et puis, les femmes qu'on aidait, avaient commencé à nous ressembler. Au début, on a beaucoup avorté de mineurs, celles qui choisissaient d'être avortées sans anesthésie. Sinon, pour les autres, on faisait des fausses attestations parentales sans avoir froid aux yeux pour pouvoir les accompagner à la maternité des Lilas où elles avaient un avortement avec anesthésie selon leur choix. On a avorté pas mal d'immigrés. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les femmes qu'on avortait, c'était des femmes qui nous ressemblaient. Des militantes de gauche, certaines d'extrême gauche, des jeunes parisiennes. On dirait aujourd'hui bobo, c'est évidemment, on ne disait pas ça comme ça, mais des femmes qui avaient le choix d'aller à l'hôpital, l'argent qu'il fallait, et qui nous choisissaient pour nous-mêmes. C'était un très bel hommage qu'elles nous rendaient. Elles préféraient que ce soit nous plutôt que l'hôpital, parce qu'elles savaient qu'elles allaient y être accueillies différemment. Mais ce n'était pas ça notre combat. Nous, on voulait aider les femmes qui avaient le plus de mal. Et le dernier point, on en a parlé à ce moment-là, c'est que on s'est senti un peu routinisé. On s'est rendu compte, chacune avec son chemin, qu'on était moins à l'écoute, qu'on était moins ému, qu'on était plus dans le rendre service que dans l'être avec l'autre femme. Et que voilà, ce qui m'a beaucoup fait plaisir et qui me fait toujours plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a décidé d'arrêter quasiment d'un commun accord. Il n'y a pas eu d'effilochage, il n'y a pas eu de personnes qui restent sur le carreau avec gros sur le cœur. Même dans cette décision d'arrêter, vous étiez soudés, oui. portés par la même force. Par la même force et par les mêmes débats, puisqu'on n'a pas arrêté de parler de ce qu'on faisait et de prendre ensemble des décisions. Et c'est une chose assez rare. S'il n'y avait que des fortes personnalités, il fallait quand même un peu de culot pour y aller, même dans ces années-là. Donc, aucune femme n'était une faible femme qui suit le mouvement. Mais avec tous ces forts caractères très différents, on avait toujours réussi à construire du commun, du collectif, du vouloir ensemble. Et on l'a fait jusqu'au bout. Et ça, même si j'étais triste et un peu vidée à la fin de l'histoire, j'étais déjà à ce moment-là très fière qu'on l'ait vraiment décidé ensemble. C'était un petit peu ma prochaine question, qui est peut-être un petit peu nostalgique, mais c'est tellement ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est l'humanité constamment entre vous, la démocratie aussi entre vous, mais aussi cette humanité qui vous portait et l'humanité que vous apportiez dans l'accompagnement. Vous l'avez bien dit, les femmes vous choisissaient pour l'accueil et l'accompagnement qu'elles avaient, la chaleur qu'elles avaient chez vous et qu'elles n'avaient pas à l'hôpital. Comment, après tout ça, on fait ? Comment vous vous sentez en 1980 quand on arrête, quand finalement ça se dissout et on perd cette force qui nous porte? Je voudrais d'abord raconter comment on faisait, parce qu'on Bien est sûr. tout de suite passé à l'après. C'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entraide. C'est vrai que je crois qu'on a été très vite consciente de ce qu'on apportait en plus aux femmes. Et pourtant, notre point d'appui, c'était la maternité des Lilas, où il y avait des médecins hors normes qui sont morts aujourd'hui. Je veux parler de Pierre Boutin, je veux parler de Jeanne Weiss. Ces deux-là sont morts, les autres sont encore vivants. Bernard Fonty, Daniel Assoun, Jean-Claude Haddad et j'en passe. Des médecins formidables, mais qui pratiquaient en milieu hospitalier. Et on s'est rendu compte très vite, on l'a su même avant de démarrer, et c'est pour ça qu'on a repris, que le fait d'être entre femmes, dans un appartement, le leur ou le nôtre, en petits groupes,
Mais en même temps, c'est très rare qu'on ait pratiqué un seul avortement. Les femmes, quand les femmes venaient à la permanence du mercredi, il y en avait 2 ou 3. En général, quand il y en avait plus, on faisait 2 groupes. On pratiquait 1, 2 ou 3 avortements. Et elles s'entraidaient pendant l'avortement lui-même. La première qu'on avait avortée avait été aidée par les 2 autres. Et la réciproque venait tout de suite. Dans l'équipe, on était au démarrage 5. Une qui pratiquait l'avortement, donc qui tenait la canule, une qui tenait la lampe pour éclairer, et c'est celle-là qui était celle qui savait déjà faire et qui guidait les gestes de celle qui tenait la canule. Une qui passait le matériel stérile et qui devait rester stérile, parce qu'il n'était pas question pour nous de transmettre une infection. Une qui s'occupait du bocal et du vide dans le bocal, puisque c'est une aspiration. La canule est branchée sur un tuyau. Nous, on faisait le vide grâce à une pompe à vélo inversée qui aspirait au lieu de souffler dans un bocal. La canule donnait sur un tuyau qu'on clampait, on le pinçait, et à un moment, on déclampait, et à ce moment-là, le contenu de l'utérus était aspiré, allait dans le bocal où on avait mis de l'eau. Et la 5e, son rôle était d'être à la tête de la femme, près d'elle, pour elle. On se tenait toujours les mains. Moi, je mettais les mains de la femme sur mon estomac pour qu'elle respire avec moi. La plupart mettaient la main sur leur ventre, mais dans le même but, qu'on respire ensemble, qu'on parle ensemble, parfois de l'avortement, mais souvent de toute autre chose. Dans le film Annie Colère, qui raconte magnifiquement cette histoire, il y a une femme qui chante pendant les avortements. Nous, on n'a jamais fait ça, mais j'ai trouvé que c'était une très jolie idée. Et certainement, si c'est dans le film, c'est que ça a été fait par des groupes. Les femmes d'Aix, je crois, parlaient d'anesthésie verbale. C'est-à-dire qu'on pratiquait évidemment, nous, sans anesthésie, mais cet échange de regards, cet échange verbal, c'est comme si on faisait plus qu'un corps ensemble. C'est Catherine, une des femmes du groupe, qui a dit « on faisait corps avec les femmes », et je trouve l'expression magnifique. Ça faisait qu'on partageait l'éventuelle douleur, qu'on partageait le souci s'il y en avait. Et ça, c'est... Je ne crois pas avoir vécu ça à d'autres moments que là. Et cette capacité de soulager une femme d'un problème, elle arrivait avec ce mur devant elle d'une grossesse non désirée, et elle repartait... Je les revois repartir en courant, elle ne repartait pas en courant, mais c'est vraiment l'image que j'avais. Elle repartait, Brigitte, qui est aussi une des femmes du groupe, celle qui a gardé la valise encore aujourd'hui, elle m'en a envoyé des photos hier, disait on leur rouvrait les portes de leur liberté. Et c'est vraiment ça. Simone Veil a dit un avortement, c'est toujours un drame, et ça restera pour toujours un drame. Ce n'est pas l'avortement qui est un drame, c'est la grossesse non désirée qui est dramatique, qui ferme toutes les écoutilles, toutes les issues. On est mère de famille, on se retrouve avec un enfant de trop. On a un début de carrière, on se retrouve avec un poids qui va vous tirer en arrière. On est étudiante et on ne sait pas comment on va pouvoir continuer ses études. C'est vraiment le monde qui vous tombe sur la tête. Et nous, on cassait le mur. Et hop. Le champ des possibles était de nouveau ouvert. Le champ des possibles se rouvrait devant elle, absolument. Et ça, elle nous en était reconnaissante, mais c'est un cadeau extraordinaire qu'elle nous faisait, elle aussi, de s'appuyer sur nous pour cette liberté. Il se trouve que pendant que j'écrivais mon livre, j'ai rencontré une femme que j'avais avortée complètement par hasard. On ne s'est pas reconnus. C'était une amie d'amis, et l'amie en question, je ne la connaissais pas à l'époque. Voilà. On a été invités à dîner ensemble. Et à un moment, je parle d'avortement et elle me dit « Annie, je t'ai reconnue, tu m'as avorté ». C'est une émotion incroyable. Et évidemment, comme j'étais en train d'écrire le livre, je lui ai dit « il faut que je t'interviewe ». Elle est venue et je lui ai demandé de me raconter. Et au début, j'étais un peu déçue parce qu'elle m'a dit « tu sais, je n'ai pas de souvenir précis, mais tu n'as pas une tête de mauvais souvenirs. Et puis, vous avez été très sympa, ça s'est très bien passé. On a bu un thé ensemble, ça on le faisait quasiment chaque fois. On avait mangé des gâteaux qu'elles avaient apportés ou nous. Et elle me dit, le soir, mes copains m'avaient fait un coq au vin et c'était délicieux. » Mais elle m'a raconté sa vie de femme. Et ça m'a fait prendre conscience de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on avait juste rouvert la porte dans sa vie. Nous, elle nous a croisés et hop, on a ouvert la porte et elle a filé. Et ce qui lui en reste, ce n'est pas le souvenir de l'avortement, c'est le souvenir qu'elle avait un problème et qu'on l'a résolu
merci les copines et au revoir. Mais à nous, ça nous a apporté infiniment d'avantages parce qu'on a appris plein de choses sur le corps des femmes, sur notre propre corps, sur nos capacités, sur nos compétences, sur notre savoir-faire ensemble, sur la confiance. Il y a une des amies que j'ai interviewées, Nicole, qui me dit, mais on s'est sentie toute puissante. On vivait dans la toute-puissance. Peut-être trop même. On avait une soif d'apprendre parce qu'on a découvert qu'on pouvait apprendre et faire. Et ça, c'est vraiment le message principal que je voulais transmettre, c'est emparez-vous des choses pour les faire vous-même. Ne vous contentez pas d'un écran, ne vous contentez pas de regarder, mais il y a tellement de choses dont on peut s'emparer. Nous, on avait appris à réparer nos mobylettes. Il y avait des garages autogérés où on faisait les vidanges. J'ai appris à m'examiner les dents. Le kiné des Lilas Roland nous avait appris à nous masser. Évidemment, on a appris à cuisiner ensemble, mais c'est infini le champ des possibles et la richesse qu'on peut acquérir. Nous, c'était dans les luttes, mais dans tous les domaines de la vie, le faire ensemble, c'est une force prodigieuse. S'emparer des choses. Là, donc, entre l'écriture de votre livre et la fin de la pratique, quid de la transmission? Est-ce que vous en avez parlé à vos proches? Est-ce que vous avez mis peut-être du temps à en parler à vos proches? Là, maintenant, vous avez ressenti le besoin de le faire, mais entre 80 et l'écriture du livre, au niveau de la transmission, comment ça s'est passé pour vous? En fait, tout ce combat a été oublié. Mhm. Et d'une certaine manière, nous aussi, on l'a oublié. J'ai réalisé, parce qu'il y a très peu de livres qui ont été écrits là-dessus, ce qui est quand même troublant. On a été des milliers dans les luttes, quand même quelques centaines à pratiquer, avant, après, pendant, et très peu d'écrits. Et je me suis rendu compte que c'est comme ça un militant, ça milite. Et puis quand il a fini un combat, il y en a plein d'autres où il a sa vie à vivre. On ne se retourne pas pour raconter, ce n'est pas du tout un réflexe banal. Et non, on n'en a pas parlé. C'est presque la première chose qu'on s'est dite quand on s'est revus, c'est qu'on en avait très peu parlé autour de nous. Après, on est passé à autre chose. Et moi, c'est au moins 15 ou 20 ans après que j'ai réalisé qu'il ne fallait pas qu'on laisse ça être oublié. Et que j'ai voulu écrire. Alors, c'est un de mes regrets. Je voulais qu'on écrive ce livre ensemble. Et puis finalement, les autres copines, elles avaient envie ou d'un livre, d'un film, d'un documentaire. Bref, on n'est pas tombé d'accord. Et je leur avais dit à l'époque, moi, quand j'aurai du temps, je l'écrirai toute seule, tant pis pour vous. Mais comme ça me tenait vraiment à cœur qu'elles soient dedans, je les ai interviewées. J'ai interviewé les médecins dont j'ai donné les noms tout à l'heure. J'ai interviewé les femmes du groupe que j'ai nommées aussi. Et j'ai voulu que ça soit... Quelqu'un m'a dit c'est un livre choral. Et ça m'a fait très plaisir parce que c'était vraiment ça mon but. C'est une pratique collective et je voulais que ça soit un livre collectif. Mais non, la transmission, ce n'est pas une question qu'on s'est posée à ce moment-là. Et puis après, il y a eu des années noires du féminisme, des années creuses. Il y a encore aujourd'hui un mouvement qui s'appelle « Osons le féminisme », créé dans les années 90. Il y a un mouvement qui s'appelle... C'était les années où on disait... Oui, un mouvement qui s'appelle « Encore féministe ». C'était les années où on disait « Je ne suis pas féministe, mais quand même l'égalité salariale ou quand même le partage des tâches domestiques ». Et heureusement, avant que mon livre ne sorte, et en tout cas depuis qu'il est sorti en janvier 2024, le mouvement des femmes a pris un essor prodigieux. Et moi, ce livre, je voulais l'écrire pour les jeunes femmes. Je ne voulais pas transmettre la pratique, mais je voulais transmettre l'histoire. Et je voulais la transmettre, je vous l'ai dit, pour transmettre la force du collectif, mais aussi pour raconter que les droits des femmes sont des conquêtes. Il n'y a pas un seul cadeau. Simone Veil était une femme extraordinaire, mais si Giscard lui a demandé de faire une loi, ce n'est pas parce que c'était un esprit clairvoyant, c'est parce qu'on avait provoqué par les luttes sociales et collectives. Tous les droits sont des conquis, les droits des femmes encore plus que les autres, et si on ne les défend pas, ils disparaissent, ils diminuent, ils s'étiolent. Et c'était vraiment les deux messages que j'avais envie de transmettre. Évidemment, ils s'adressaient aux jeunes femmes. Quand j'ai commencé mon livre, j'avais l'impression de parler dans le désert. Quand je l'ai fini, elles étaient toutes sorties comme des jeunes pousses partout. Et
et elles ont une écoute et un accueil formidable vis-à-vis des récits qu'on leur fait. Je suis très fière des jeunes féministes. C'est, je trouve, un très beau mot pour finir ce podcast. Et j'espère aussi que cet épisode qu'on fait ensemble permettra de faire résonner un petit peu plus ce message que vous venez de nous partager. Je vais remontrer votre livre, même si je remettrai tout de toute façon en description. Donc ça s'appelle Nous l'avons fait, récit d'une libération féministe. C'est disponible aux éditions du Détour. On peut je l'ai commandé chez mon libraire à côté de chez moi. C'est arrivé rapidement, donc c'est toujours ce que je recommande, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Annie, d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'espère que vous avez passé un Mm. moment agréable. En tout cas, moi, en votre compagnie, ça l'était. Tout à fait, merci Yanis. Si vous voulez peut-être ajouter un mot de la fin, ou c'est... Dans mes dédicaces, parce que j'en ai fait, moi qui n'étais qu'une obscure inconnue et qui ne suis pas une écrivaine, je suis une autrice, j'ai écrit ce livre, mais j'en écrirai pas d'autres, je voulais vraiment transmettre cette histoire. Mais dans toutes mes dédicaces, je finis par la joie et la force du faire ensemble, et c'est vraiment mon message principal. Merci beaucoup, Annie.